Ça nous fait vraiment plaisir d'être devant vous ce midi. Alors effectivement, on va vous présenter une conférence. En fait, ce sont des résultats préliminaires à partir d'une étude qui a été menée par moi, Geneviève Pagé. Donc, je suis au département de travail social à l'Université du Québec en Outaouais, à Gatineau. Et également Doris Châteauneuf, qui est chercheur au CIUS de la capitale nationale. Je crois bien que Doris est quelque part là-bas à Québec. Donc, et avec Béatrice également. C'est une recherche qui a été financée par le Fonds de recherche du Québec, Société et Culture, et également par le CIUS de la capitale nationale. Fait que je vais laisser, en fait, Béatrice commencer la présentation, puis on s'est séparé un petit peu les choses, on va alterner. Donc, je laisse la parole à Béatrice pour vous mettre le terrain un petit peu là, sur qu'est-ce qu'on sait au niveau de la littérature là, concernant l'ouverture des familles banques mixtes par rapport aux origines. Donc, en fait, l'enfant adopté est constamment connecté à deux familles. Il y a celle qui l'élève, donc sa famille adoptive, puis celle qui lui a donné la vie. Dans son développement, il va se retrouver face à un défi qui va être d'intégrer sa double filiation dans sa propre histoire de vie. Il va devoir essayer de créer une histoire narrative qui va lier son passé avec sa situation présente. La majorité des études en adoption nous démontrent que les enfants adoptés sont curieux et manifestent un très grand intérêt envers leur origine puis leur famille d'origine. En général, on sait aussi que les enfants adoptés qui se disent satisfaits de leur adoption disent avoir obtenu des réponses quant aux questionnements qui se posaient envers leur origine, soit à travers les contacts qu'ils ont maintenus avec leur famille, leurs parents d'origine, ou alors à travers les discussions qu'ils ont eues avec leurs parents adoptifs sur leur adoption. Un concept a émergé depuis à peu près une dizaine d'années on le nomme l'attitude d'ouverture des parents adoptifs. Ça regroupe l'ensemble des attitudes, des croyances, des attentes, des affects et des comportements des parents adoptifs à l'égard de l'enfant et de sa famille d'origine. On le définit très largement, puis ça comprend des concepts comme par exemple l'empathie du parent adoptif à l'égard de la situation de l'enfant. Ça comprend aussi la notion de reconnaître la double connexion dont on parlait tout à l'heure de l'enfant adopté à l'égard de à la fois sa famille d'origine et sa famille adoptive. Ça comprend aussi l'idée de communication autour de l'adoption, la qualité de la communication autour de ce thème-là. Et finalement, le degré d'ouverture qu'ils vont manifester face à la communication avec la famille d'origine. Donc, c'est un concept assez large qui va se situer sur un continuum, en général, de fermé à relativement ouvert. Donc, c'est ce concept-là qu'on vous présente aujourd'hui qui a guidé l'élaboration de la recherche d'aujourd'hui. On sait que c'est... en fait, la littérature nous démontre que plus les familles maintiennent des contacts avec la famille d'origine, en général, plus ils vont se montrer ouverts et avoir une attitude d'ouverture face aux parents d'origine. En général, la littérature démontre que les parents plus ouverts vont avoir plus d'empathie, une perception beaucoup moins négative et stéréotypée, et ils vont parler davantage de l'adoption avec leur enfant adopté. Donc, la question, on voulait quand même passer avec vous en revue certaines des grands constats qu'on a fait dans la littérature sur le maintien des contacts avec la famille d'origine. Ce qu'on sait, c'est que pour le parent adoptif, c'est quand même une occasion, disons, d'obtenir une certaine légitimité aux yeux du parent biologique. C'est une façon de se faire donner le droit, disons, d'assumer un rôle parental auprès de l'enfant qui n'est pas biologiquement le sien. Ça permet aussi aux parents adoptifs d'avoir une meilleure connaissance du passé de l'enfant. Ça lui permet, comme on disait tout à l'heure, de développer une vision plus positive des parents d'origine. Pour ce qui est du parent d'origine, plusieurs études ont démontré que ça facilitait leur consentement à l'adoption parce que ça les rassure quant au bien-être de l'enfant, quant à la stabilité du lien affectif que le parent biologique voit entre le parent adoptif et l'enfant. Et souvent, le fait de se sentir respecté et inclus dans la vie de l'enfant
permet aux parents de s'apaiser, disons, face au projet d'adoption. Ce qu'on observe du côté de l'enfant, c'est que souvent, d'avoir des contacts où il voit les deux familles interagir, ça lui permet d'être témoin que les deux familles s'acceptent mutuellement, de ne pas se sentir abandonné par son parent d'origine, d'être rassuré sur le bien-être de son parent et de développer une image réaliste de ses parents. Donc, c'est les grands constats qu'on a dans la littérature. Par contre, c'est important de mentionner que c'est souvent des études qui ont été menées sur les contacts post-adoption. Donc, dans un contexte où l'adoption est finalisée, complétée, où le statut et les rôles de chacun est clairement défini, c'est ce qu'on observe comme étant les effets positifs. Donc ça, c'est... Puis l'autre élément qui est très important dans la littérature, c'est qu'on note que pour que ce type de contact-là fonctionne bien, en général, il faut que les contacts soient flexibles parce que les besoins des différents acteurs de la triade adoptive évoluent dans le temps. Donc, autant les besoins de l'enfant que ceux du parent biologique et que ceux du parent adoptif vont changer dans le temps. Et les études qui ont été menées sur l'adoption ouverte aux États-Unis nous démontrent que c'est important qu'il existe une forme de structure flexible autour de la réglementation puis de la régulation de ces contacts-là pour permettre à tous les acteurs d'être bien et d'être confortables. Puis ça, c'est vraiment un défi pour les organismes qui encadrent les adoptions de permettre cette flexibilité-là. Donc voilà. Je vais poursuivre. Donc, en fait, justement, comme Béatrice vient de le mentionner, ce qu'on sait beaucoup dans la littérature, ça concerne les contacts post-adoption, l'adoption qui est finalisée. Donc, c'est certain qu'au Québec, on sait que nous, la réalité de l'adoption locale, elle est surtout représentée par l'adoption par le programme Banque Mixte. Donc, des situations où les familles qui s'engagent auprès des enfants vont s'engager avant même que le projet d'adoption soit confirmé, ou en tout cas, sans même savoir si un projet d'adoption sera possible. Donc, on voit là une réalité qui est quand même un peu particulière et qui peut venir possiblement, en fait, teinter justement cette attitude d'ouverture-là, qu'on sait qui peut être très bénéfique, mais qui serait dans un contexte particulier. C'est une réalité au Québec, c'est une réalité qui existe quand même aussi ailleurs, aux États-Unis, au Royaume-Uni également. Mais la différence, c'est que c'est une pratique qui est peut-être un peu plus marginalisée, alors qu'ici au Québec, la banque mixte, c'est vraiment la pratique qui est normée, si on veut, c'est la norme pour notre réalité ici au Québec. Il n'y a pas énormément d'études qui se sont penchées, en fait, sur la réalité de ces familles d'accueil-là qui vont avoir une vocation de vouloir adopter l'enfant qu'ils accueillent. Il y a quelques études, donc, qui se sont faites ici au Québec. Parmi celles-là, en fait, les recherches que je mène depuis que je fais ma thèse de doctorat, des études faites par Françoise Romaine-Ouellette également, par Doris aussi, qui s'intéresse aussi à ce sujet-là. Et il y a quelques études qu'on a pu aussi, qu'on peut recenser, comme je vous disais, aux États-Unis et au Royaume-Uni, mais souvent, ce type d'adoption-là va se retrouver un peu à travers tout le reste du bassin des adoptions locales. Donc, il n'y a pas nécessairement énormément de connaissances qui ressortent vraiment spécifiques à cette réalité-là. Par ailleurs, c'est ça. Ce qu'on sait, le peu qu'on sait, c'est quand même des informations très importantes et très pertinentes. Donc, d'une part, on sait que le contexte d'incertitude, en fait, dans lequel ces parents d'accueil là vivent par rapport à est-ce que le projet d'adoption pourra se concrétiser ou non. Donc, c'est certain que c'est quelque chose qui est très, très présent dans leur vie, qui peut prendre, disons, plus ou moins de place, tout dépendamment aussi de leur capacité à gérer le stress qui vient avec cette incertitude-là. Mais en même temps, ils vivent cette incertitude, mais ils vivent aussi, les résultats de ma thèse, en fait, ont fait ressortir qu'il y a un lien qui se crée très rapidement dans la majorité des cas entre les parents d'accueil et l'enfant. Donc, même s'il n'y a pas de lien légal encore, même si c'est pas encore légalement leur enfant qui n'est pas adopté, ils développent un lien affectif, puis le sentiment qu'ils sont le parent de ces enfants-là très, très, très rapidement. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, le contexte d'incertitude peut devenir plus pesant. Ce qu'ils vont mentionner aussi, c'est beaucoup la difficulté, en fait, de vivre avec le fait qu'ils n'ont pas de légitimité parce qu'ils n'ont pas de statut légal par rapport à l'enfant. Donc, le fait que ce soit eux qui s'occupent de l'enfant au quotidien,
Donc, ils occupent le rôle parental, mais ils n'ont pas, disons, les bénéfices qui viennent avec. Donc, les droits parentaux ne viennent pas avec ça. Donc, ça, c'est difficile à vivre pour eux. Et c'est certain aussi que pour plusieurs de ces familles-là, du moins, c'est une façon de réaliser leur projet parental, leur projet de famille. Donc, le fait de ne pas avoir cette espèce de lien exclusif-là qu'un parent a habituellement avec son enfant, c'est aussi quelque chose qu'ils vont rechercher, en fait, à travers cette expérience-là. Et justement, le fait de ne peut-être pas pouvoir vivre cette exclusivité du lien-là en même temps qu'eux développent le sentiment sur le plan peut-être plus psychique que c'est leur enfant. Donc, il y a une espèce d'incohérence là aussi qui est vécue également pour eux. Et ce qu'on remarque, c'est que ça peut faire naître un sentiment de compétition dans certains cas avec le parent biologique. Parce que, justement, un peu comme Béatrice vient de le dire, il n'y a pas, en adoption, les rôles sont clairs, le parent adoptif devient le parent, a l'autorité parentale. Dans les cas de banque mixte, quand ils sont famille d'accueil, même s'ils se sentent le parent de l'enfant, c'est pas eux qui ont l'autorité parentale. Donc, il y a une espèce de flou un peu qui est vécu au niveau de quel est le rôle de chacun. Dans une étude qu'on a recensée en fait aux États-Unis par Goldberg et ses collègues, ils ont utilisé eux un extrait de verbatim qui est quand même très parlant, qui dit like sitting on a fence. Donc c'est comme si on est à cheval sur une clôture, on ne sait pas de quel côté le projet d'adoption est-ce qu'il va se réaliser ou pas. Et dans ce contexte-là, ben les parents disent c'est très, très difficile, en fait, de vivre et d'avoir l'espoir que le projet va se concrétiser parce qu'on ne sait pas de quel côté on va tomber. Tout ça, je pense que ça fait quand même un bon portrait un peu là, de quelle est l'expérience des parents qui vont vivre cette expérience-là d'adoption en contexte banque mixte ici ou l'équivalent ailleurs. Pour Goldberg et ses collègues, en fait, aussi, ils font ressortir qu'il y a des... Donc, ça représente des défis particuliers, en fait, dans l'expérience de transition à la parentalité. C'est une réalité qui est un peu plus complexe, là, si on veut, que d'autres contextes de transition à la parentalité. Donc, il faut pouvoir en tenir compte. Et c'est ça. Puis ce qu'on remarque aussi, donc, au-delà de ce que ces parents-là peuvent vivre, il y a aussi des facteurs qui peuvent venir influencer leur expérience. Le fait d'avoir, par exemple, des contacts réguliers avec les parents d'origine, quand l'enfant a des contacts supervisés, par exemple, avec son parent. Et le fait aussi, pour plusieurs parents, ce qu'ils vont nommer, c'est le fait d'être confronté, en fait, à des réactions qui peuvent être très vives, souvent, chez les enfants, soit avant, pendant ou même après les visites. Donc, ça, c'est tous des éléments, en fait, qui viennent aussi influencer l'expérience qu'ils peuvent vivre. Si on regarde... Si on regarde, donc, justement, les défis que peuvent poser les contacts dans un contexte ici pré-adoption. Donc, au niveau du parent adoptif, on voit que ça peut être une source de stress pour lui. Ici, on parle de parent adoptif, mais il faut comprendre, évidemment, que c'est dans le contexte pré-adoption, donc au moment où il est famille d'accueil. Donc, une source de stress pour lui parce que ça exige, par exemple, quand il y a des visites, plusieurs déplacements, ça peut être des fois plusieurs fois par semaine, des changements au niveau de la routine. Il faut penser aussi que ces familles-là, dans plusieurs cas, vont accueillir de très jeunes enfants, des fois des enfants qui sont avant même l'âge d'1 an. Donc, au niveau de la routine, on sait que c'est important pour un bébé d'avoir une routine pour les siestes, pour les heures de repas et tout ça. Donc, c'est des choses qui peuvent venir perturber la routine. La détresse de l'enfant, comme j'ai mentionné tout à l'heure. C'est sûr qu'il y a aussi, ce qui est nommé, c'est l'appréhension qu'ils peuvent avoir par rapport aux parents d'origine. Surtout le fait que ces parents-là proviennent souvent d'un milieu qui est différent du leur au plan des caractéristiques socio-économiques. C'est des parents qui vivent dans des conditions un peu plus précaires souvent, ou encore des parents qui ont des problèmes de santé mentale, des problèmes de toxicomanie. Et pour les parents banque mixte, c'est pas nécessairement des réalités qu'eux autres connaissent. Par ailleurs, ce qui ressort, ou c'est pas juste dans les recherches au Québec, mais ailleurs aussi, il y a quand même un aspect positif qui peut être vu par rapport au fait d'avoir la possibilité d'être en contact avec le parent d'origine, mais souvent, il va être exprimé après coup.
Donc, ils ont des appréhensions au départ, mais une fois que la rencontre se fait, ils sont capables de reconnaître qu'il peut y avoir des aspects positifs. Principalement le fait de pouvoir transmettre de l'information à l'enfant sans que ce soit passé par un intermédiaire, donc sans que ce soit l'intervenant qui transmet de l'information sur qui sont les parents. Ils sont capables de dire à l'enfant, ben j'ai déjà rencontré ta mère, je peux t'en parler, je peux te décrire comment elle est parce que je l'ai déjà rencontrée. Au niveau du parent d'origine, maintenant, ce qu'on note, c'est évidemment un inconfort, en fait, en présence des parents adoptifs. Le fait aussi que les visites, ou en tout cas tout le contexte dans lequel l'enfant est placé, donc ils savent que leur enfant est placé en vue d'adoption, ça les confronte aussi énormément à leurs difficultés. C'est pas nécessairement facile pour tous les parents, si on veut. Et dans les études, ce qui ressort aussi, c'est les parents d'origine, dans ce contexte-là aussi, peuvent avoir une impression que l'issue est déjà décidée avant même qu'on confirme l'adoption. Ils peuvent avoir l'impression que ce type de placement-là va mener à l'adoption, peu importe ce qu'ils essayent de faire, peu importe les efforts qu'ils vont faire pour tenter de reprendre leur enfant. Par rapport aux visites, donc ça rajoute un stress additionnel aussi. Ces parents-là, on leur demande déjà beaucoup. On leur demande souvent de se trouver un emploi, de se trouver un logement. On leur demande de suivre une cure de désintox. Donc, d'avoir à se présenter aussi 1, 2, 3 fois par semaine à des visites, ça peut représenter un stress additionnel aussi pour eux. Et finalement, il y a quand même, il peut y avoir certains effets bénéfiques, un peu comme avec les contacts après l'adoption. Mais dans les contacts, donc le fait de se sentir considéré par la famille d'accueil, le fait de sentir que la famille d'accueil les considère comme des personnes, comme des êtres humains qui ont des sentiments et qui vivent des choses difficiles, ça peut quand même donc avoir cet effet bénéfique-là qu'ils soient en contact. Finalement, pour l'enfant, il y a des études qui ont été réalisées, particulièrement aussi auprès de très jeunes enfants, justement, qui vivent des contacts à une fréquence très élevée. Donc, ce qui ressort de ça, c'est que l'intensité puis la fréquence des contacts va nuire au calme et aux besoins de routine. Donc, justement, encore une fois, quand ce sont des bébés et qu'ils ont des fois 2, 3 visites par semaine de 2 heures dans l'après-midi, alors que normalement, ils feraient une sieste. Ça peut être quelque chose qui vient jouer sur le développement, sur les besoins de ces enfants-là. Les enfants vont ressentir aussi le stress qui est vécu au moment de la transition d'une famille à l'autre. C'est des choses qui sont pas encore énormément documentées, mais je pense qu'il y a matière là à pousser un petit peu plus loin pour voir qu'est-ce que l'enfant ressent par rapport au stress entre les deux parents. Et finalement, il peut y avoir, ce que les études disent aussi, c'est qu'il y a quand même un effet protecteur quand l'enfant a créé un lien d'attachement sécure avec sa famille d'accueil, donc c'est les futurs parents adoptifs. Ça peut contrer jusqu'à un certain point les effets néfastes là, des contacts. Donc, si on récapitule un petit peu tout ce qu'on vient de vous dire, les principaux constats qu'on peut ressortir de la littérature à ce moment-ci, c'est que l'attitude d'ouverture des parents adoptifs va exercer une influence sur le développement de l'enfant adopté, va exercer une influence aussi sur le développement particulièrement de son identité. La présence de contact entre la famille d'accueil et la famille d'origine ont en général un impact positif aussi, du moins peuvent avoir un impact positif sur tous les acteurs qui sont impliqués. Les contacts qui sont préadoptifs et le contexte d'incertitude aussi par rapport au fait de pouvoir concrétiser ou non le projet d'adoption vont présenter des défis particuliers, particulièrement justement dans un contexte où on souhaite que les contacts soient le plus bénéfiques possible, mais on sait que ces éléments-là peuvent venir jouer sur minimiser peut-être les effets positifs. Et finalement, le fait qu'il y a peu d'études qui ont été menées sur ce type de famille d'accueil à vocation adoptive. Donc, la recherche qu'on vous présente aujourd'hui, ce sont des résultats qui sont préliminaires, c'est-à-dire que on a fait, en fait, la recherche, disons, en 2 temps de mesure différents. Je vous ai déjà présenté qui on était comme chercheurs, le soutien financier. En fait, globalement, on s'intéresse dans cette étude-là à l'ouverture sur le plan de la communication par rapport à l'adoption. Et on est allé voir 3 types d'acteurs différents. Donc, les parents d'accueil banque mixte, les intervenants de l'application des mesures qui accompagnaient ces familles-là
et aussi l'intervenant qui était soit du service adoption ou du service ressources, là, dépendamment du centre jeunesse où on était. On a recensé donc 16 situations de placement banque mixte dans 3 centres jeunesse. On en a fait donc à Québec, à Montréal et en Outaouais. Et dans tous les cas, c'est ça, on a fait des entretiens d'environ 60 à 90 minutes auprès des familles banques mixtes. Dans certains cas, on rencontrait un des parents, mais si les deux souhaitaient être présents à l'entrevue, on rencontrait les deux en même temps. Et on les a donc rencontrés une première fois dans la première année, en fait, là, qui suivait le placement de l'enfant. Et on les rencontrait aussi à un deuxième temps, donc à peu près 1 an plus tard. On est encore en train de finaliser la collecte du temps 2, ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qu'on vous présente, c'est les résultats par rapport aux entrevues qu'on a fait pour le temps 1. Pour le temps 1, donc, on a aussi fait des entrevues, comme je vous disais, avec chacun des intervenants là, qui étaient impliqués auprès de ces 16 familles-là. C'est maintenant à toi. Donc, comme on s'intéresse juste à au temps 1 de notre étude, on a centré notre présentation sur 2 objectifs pour la présentation d'aujourd'hui. Donc, documenter le degré d'ouverture des parents adoptifs face à la communication avec la famille d'origine dans le contexte d'un placement banque mixte. Et on voulait décrire aussi la nature de l'accompagnement offert et les difficultés qu'ont rencontrées les intervenants dans le cadre des contacts préadoptifs. Donc voilà, donc quelques caractéristiques de notre échantillon. On a 10 petites filles, 6 petits garçons qui ont tous été retirés, la majorité retirés durant la première année de vie, tous durant les 2 premières années de vie. Ils ont été en général assez rapidement placés dans leur famille d'accueil banque mixte. La majorité des placements banque mixte se sont faits dans la première année. Et c'est des placements assez jeunes, donc la majorité de nos jeunes ont été placés au moment des entrevues, sont dans le milieu d'accueil depuis environ 6 mois. Ça varie entre 6 mois à 1 an et demi à peu près. Donc c'est ça. Caractéristiques de nos familles, donc on a 11 familles hétérosexuelles, 3 familles, en général c'est des hommes qu'on a dans notre échantillon, et 2 femmes monoparentales. Ce qui est intéressant, on a un portrait très diversifié de familles. On a 8 familles dont c'est le premier enfant, donc on l'a nommé famille avec un enfant unique. Et on a quand même 8 familles qui ont des familles multiples. Donc, soit ils accueillent plus de 2 enfants adoptés, soit ils ont déjà adopté, soit des placements à majorité, soit des adoptions. Ou alors, on a certaines familles qui ont des enfants biologiques. Donc, on a une espèce de melting pot là, dans les expériences familiales. En termes de contact, 14 de nos 16 enfants ont des contacts supervisés. Évidemment, je ne vous cacherai pas, il y a une très grande diversité dans le type, dans la fréquence des contacts, mais on dit que la moyenne est à peu près un contact d'1h30 à 2 heures aux 2 semaines. On a quand même 2 enfants qui n'ont pas de contact ou dont les contacts ont été interrompus depuis plusieurs mois. Et on a, si on regarde le type de contact, on voit que la majorité des enfants qui ont des contacts supervisés, évidemment, vont avoir des contacts supervisés avec leurs parents d'origine. Parfois la mère, parfois le père, parfois les deux. Mais on voit quand même que dans 4 situations, il y a aussi des contacts avec la famille élargie. Donc la famille élargie, ça va être souvent les grands-parents, mais dans une de nos situations, c'est une tante, donc ça peut varier. Mais on voit quand même, c'est ça. Donc, je pense qu'après, c'est toi. Non, c'est toi. Ah, c'est moi. donc, voilà. Donc, moi, je vais vous dresser un peu un portrait. En fait, on a dressé un peu une typologie de nos familles d'accueil. Donc, on a 3 groupes de familles. Donc, le premier, c'est une famille qu'on pourrait qualifier de fermée face à la communication avec la famille d'origine. Donc, en fait, en général, ils vont nous exprimer ne pas souhaiter connaître la famille d'origine si on leur donnait l'option. Ils vont vivre un peu les contacts
comme une obligation. Donc, ils vont se plier aux demandes des intervenants, mais ça va leur créer une forte source d'anxiété. Et souvent, ils vont exprimer une perception quand même assez négative de la famille d'origine. Donc ici, on a une famille d'accueil qui nous dit « C'est moi qui allais, puis je trouvais ça difficile parce que le petit aimait tellement pas ça, là. C'est un petit gars qui avait beaucoup d'anxiété. Puis c'est comme là, tu vas le mener, puis tu essaies d'y changer les idées, mais en même temps, toi aussi, tu luttes contre ton stress, contre ta propre anxiété. » Donc, ça, c'est vraiment le cas d'une maman qui avait beaucoup de mal à gérer l'anxiété associée aux visites supervisées. Donc, elle n'a pas de contact avec la famille d'origine. Moi, je vais vous donner la place. Avec ça, c'est une famille d'accueil qui nous parle de ce qu'elle a répondu aux parents, au père, quand le père lui a demandé... ils ont eu une rencontre, ils ont eu un échange et le père lui demande un peu s'ils vont pouvoir maintenir des contacts. Fait qu'elle de répondre, en fait, c'est ce qu'elle nous raconte après. Moi, je vais vous donner la place qu'on me dit de vous donner. C'est pas moi qui décide, c'est des ordonnances. Mais c'est sûr que si vous partez, vous revenez, c'est pas simple pour la petite. Donc, on voit quand même, bon, elle a, comme un certain, elle reconnaît que le père, c'est le père biologique de la petite, mais on voit son inconfort à aller plus loin que le cadre légal. Donc, elle a vraiment pris comme position de respecter ce qu'elle a demandé dans l'ordonnance. Il faut savoir que dans ce cas-ci, c'est une mère d'accueil qui a eu une expérience assez difficile avec la mère biologique. Il y a eu une confrontation qui a été difficile pour elle. Fait que dans l'entrevue, elle nous raconte que ça a été un moment particulièrement difficile. Puis ça l'amène à avoir cette position-là envers la famille. Alors ici, on a une autre situation. Et finalement, les deux jeunes, les questions étaient vraiment pas pertinentes de leur part. On sentait que, je sais pas, j'aurais pas posé ce genre de questions si ça avait été moi dans l'autre sens. Je pense qu'on les aurait pas rencontrés parce que le problème, c'est qu'après, on vit dans la même région. Et justement, il y a une fois, on sortait, on venait d'aller la chercher, puis on s'est dit, tiens, on va aller aux galeries. Ah ben merde, ils étaient là. Donc, tu peux mettre sur la petite flèche? Donc, en fait, on voit un peu clairement là, le profil de ces familles. Ensuite, on a notre deuxième groupe qui sont indifférents. On les a nommés comme ça. Disons qu'ils vont nous parler de la relation avec la famille d'origine comme étant une relation de courtoisie, cordiale, qui va être en général imprégnée de respect mutuel, mais très sommaire, disons. Ça va beaucoup se limiter à des échanges très factuels autour de l'enfant. Ils vont se dire plus à l'aise lorsque le contact est encadré. Mais par contre, il y a une forte reconnaissance de l'existence du parent dans la vie de l'enfant. Ils vont nous le dire, ça va transparaître beaucoup dans leur discours. Mais disons qu'ils vont avoir tendance à nous dire que oui, le parent existe, oui, il est présent à leur esprit, puis ils reconnaissent qu'il doit probablement être présent à l'esprit de l'enfant, mais ils ne sont pas certains que les contacts sont pertinents. Donc, ils vont nous dire, mais ça sert à quoi, dans le fond, de maintenir ces contacts-là? C'est des enfants qui n'ont jamais eu de contact avec leurs parents d'origine avant. Pourquoi on les maintient? Puis, il y en a même qui vont aller un petit peu plus loin dans ce groupe-là, où ils vont aller jusqu'à nous dire que pour eux, c'est nuisible. Donc, on voit quand même... Mais tu sais, c'est quand même assez cordial comme relation qu'on sait ce qu'on a besoin de savoir. On échange quand même les informations. Donc, on a une autre famille qui nous dit, si on me donnait le choix entre la mère et les grands-parents, je choisirais les grands-parents parce qu'ils peuvent m'apprendre quelque chose sur la petite que la mère peut pas. C'est juste ça, dans le fond. C'est plus ça. Mais est-ce que je voudrais vraiment les rencontrer? Je suis pas certaine. Donc ça, c'est le cas d'une famille où la petite avait été placée chez la grand-mère suite au signalement pendant une assez longue période de temps. Puis elle, dans son entrevue, elle nous dit clairement, que dans le fond, la seule personne qui pourrait lui apprendre quelque chose sur l'enfant, c'est pas la mère, mais c'est les grands-parents. Donc voilà. À la DPJ, c'était différent. Elle sortait du building avec l'intervenante, cherchait l'enfant à l'auto et il repartait. Tandis que chez elle, elle est comme chez elle. L'intervenante arrive de son côté, moi j'arrive de mon bord. Donc si moi j'arrive trop tôt, moi je vais être comme toute seule sur le bord de la porte avec l'enfant,
puis elle peut sortir avant, et là, c'est comme juste un malaise. J'étais avec l'enfant, elle est à côté, on a comme rien vraiment à se dire. Donc, on voit là que quand les contacts sont évolués vers un contact à domicile, la famille d'accueil qui était à l'aise jusque-là devient un peu plus mal à l'aise parce que là, elle ne sait plus vraiment quoi faire de cette relation qui va pas beaucoup plus loin qu'un bonjour très factuel. Puis on voit un intervenant qui nous parle et qui dit en même temps, la famille d'accueil va aussi faire attention pour mettre du linge que la mère a donné. Tu sais, quand les parents revoient le linge qu'ils ont donné, bien, ça leur fait toujours plaisir aussi de voir que la famille d'accueil porte cette attention-là. Donc, dans ce groupe-là, on a quand même si c'est une relation qui est cordiale, qui est limitée à des échanges d'informations, on voit qu'il y a quand même chez ces parents-là une forme de préoccupation pour le parent biologique qui va être souvent très présent. Ils vont nous dire par exemple, « Ah, j'ai fait attention la semaine dernière de lui mettre ses nouvelles bottes » ou je fais toujours... donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans leur discours, cette préoccupation-là pour le parent lors des visites. Puis notre dernier groupe, c'est le groupe ouvert. Donc, c'est des parents qui vont nous parler de la relation comme souhaitant ou aspirant à avoir une relation normale avec sa... normale ou normative, parce que... donc, c'est vraiment ils aspirent vraiment à ça, puis ça transparaît beaucoup dans leur discours. Ils vont nous dire que pour eux, il faut que la relation soit basée sur le respect, sur la confiance mutuelle. Ils vont avoir une définition très inclusive de leur famille. Disons que la façon dont ils vont définir leur famille va inclure implicitement la famille d'origine. Donc ça, c'est très intéressant. Puis, ils vont avoir des comportements proactifs envers la famille d'origine. On va vraiment les voir faire des actions pour favoriser le contact avec la famille. Puis on va y revenir dans la présentation, mais ils vont parfois avoir l'impression d'être à compte courant par rapport au discours qu'ils ont ou qu'on leur dit sur l'adoption puis sur la façon de gérer les contacts avec la famille d'origine. On était très pro-grands-parents. On envoyait des photos, tout ça, mais ils sont pas tannants. On se texte pour la date, puis on se retexte la veille, fait que c'est correct. C'était peut-être un petit peu trop, mais en même temps, si c'est une relation normale. Puis c'est des grands-parents avec lesquels on a beaucoup, beaucoup échangé. On a établi quand même une relation de confiance. Donc ça, c'est intéressant. C'est une famille d'accueil qui a accepté que les grands-parents viennent à leur domicile. Donc, elle nous raconte qu'elle l'a fait une fois. Ensuite, ils ont changé la formule. Mais elle nous raconte que pour eux, c'était quelque chose d'important puis que dans le fond, ils auraient presque voulu que les grands-parents aient le numéro de téléphone puis disent « Bon, ben on est dans le coin, est-ce qu'on peut passer? » Donc ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans leur discours. C'est vraiment ce souhait d'avoir un rapport, dans le fond, avec la famille élargie qui ressemblerait un peu à leur propre famille élargie, d'où l'idée de famille inclusive dont on parlait tout à l'heure. Ça, fait que c'est l'intervenante qui nous parle de la famille. Ça, je sais que c'était important. La tante avait fait une toile avec son nom dessus, puis ils l'ont installée dans sa chambre. C'était important pour eux de la mettre là, dans son décor, parce que ça lui appartenait. C'était quelque chose qui venait de sa famille d'origine. Donc, c'est sûr que dans ces deux extraits-là, c'est des familles qui ont des rapports avec la famille élargie. Donc, c'est sûr qu'en général, c'est plus évident pour les familles d'être ouverts face à la famille élargie que par rapport aux parents d'origine. Par contre, on voit quand même dans leur attitude vraiment une volonté de définir leur famille comme incluant, dans le fond, des gens qui n'en faisaient pas partie avant l'arrivée de l'enfant. Puis c'est une inclusion qui est assez rapide parce qu'on se rappelle que c'est des placements qui datent depuis environ 6-7 mois. Donc, c'est comme si ça fait vraiment partie de leur façon de voir l'adoption. Mais je voulais quand même vous montrer un extrait où la mère parle de façon inclusive, mais cette fois-ci à l'égard des parents d'origine. Donc, je vais mettre les deux. Donc, on voit l'intervenante qui nous parle de la famille, qui nous dit que c'est le même cas. Donc, ils m'ont toujours nommé clairement qu'ils mettaient une place quand même, qu'ils réservaient une place et un rôle encore aux parents biologiques quand même, qu'ils n'avaient pas de difficulté à travailler avec les parents biologiques si le parent était quand même courtois avec eux.
Fait que ça, c'est l'intervenante. Puis, dans l'entrevue, je rencontre la famille d'accueil, puis j'ai exactement le même discours. Fait que moi, je considère qu'il y a quand même sa mère. Puis moi aussi, en quelque part, je suis sa mère. Fait qu'on a comme ça en commun. Elle voulait le bien de son enfant, puis à travers tout ça, malgré tout ce qu'ils sont, malgré tous les problèmes qu'ils ont, chaque parent veut le bien de leur enfant. Chaque parent aime fondamentalement leur enfant. Donc, je trouvais intéressant de mettre les deux discours côte à côte parce qu'on voit vraiment autant l'intervenante nous décrit une famille inclusive, ouverte, puis on voit bien que la famille, dans son discours avec nous, va un peu dans le même sens. Donc, j'étais curieuse de vous demander dans quelle proportion vous pensez que seraient réparties nos familles. Majoritairement au centre? Majoritairement à gauche? OK. Fait que quelque part ici, là, on aurait une... OK. C'est intéressant. Donc, c'est quand même intéressant de voir qu'en fait, on a juste... Voilà. On va pouvoir regarder après, parce qu'on va vous parler un peu des intervenants puis de leur relation dans ce contexte-là. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on voit juste 3 familles fermées. Donc, on peut penser qu'il y a peut-être quelque chose lors de la sélection, une hypothèse, mais peut-être qu'il y a quelque chose lors de la sélection des familles d'accueil, vu qu'on est dans un contexte banque mixte où on sait qu'il va forcément y avoir des contacts avec une incertitude associée, peut-être. En tout cas, c'est assurément notre groupe le plus petit. Puis on voit qu'on a une répartition égale entre indifférents puis ouverts et qu'en fait, on a quand même beaucoup de familles qui sont ouvertes au temps 1 de notre étude. Donc voilà. Alors, maintenant, si on... Donc, avec ces informations-là en tête, justement, c'est ça. Si on va regarder maintenant du côté des intervenants et par rapport quelles sont les pratiques un peu par rapport au contact. En fait, on a tenté une certaine catégorisation au niveau des intervenants aussi. Donc, la ligne du haut, ce sont les situations, les familles qui n'ont pas du tout qui n'avaient pas de contact, en tout cas au moment où on les a rencontrés en entrevue. Je ne sais pas si vous vous rappelez au départ, quand on présentait un peu les caractéristiques de l'échantillon, on vous a présenté qu'il y avait 2 familles qui avaient soit pas de contact ou que les contacts avaient été interrompus. Donc, les 2 familles se retrouvent là-dedans. Les 2 autres familles, ce sont en fait des familles d'accueil qui ont choisi de ne pas avoir de contact. En fait, non, c'est pas vrai. Une famille a choisi de ne pas avoir de contact. Donc, c'est un transport bénévole qui venait chercher l'enfant chez elle pour les visites et qui le ramenait. Et l'autre famille, en fait, je regarde Béatrice et Doris, peut-être même à l'autre bout, mais il me semble que c'était une famille où c'est l'intervenant qui mettait des mesures en place, en fait, pour s'assurer que les 2 familles ne se rencontrent pas. Donc, quand il y avait des contacts supervisés, on rentre par une porte, rentre par l'autre porte, et pour faire en sorte là, que les contacts n'ont pas lieu. Donc, ça, c'est les 4 familles qu'on trouve ici en haut. Et ensuite, les autres, on les a séparées essentiellement en 2 groupes, c'est-à-dire qu'il y a des familles qui ont eu donc des contacts, des familles d'accueil banque mixte qui ont eu des contacts avec la famille d'origine, mais ces contacts-là n'avaient pas nécessairement été préparés. Donc, c'est des contacts qui ont pu avoir lieu de façon un peu fortuite, rendez-vous chez le médecin ou encore à la visite supervisée, un peu comme dans un extrait qu'on a vu tantôt, là, la maman de banque mixte qui arrive, qui amène l'enfant, puis que là, oups, c'est la maman d'origine qui arrive, puis l'intervenant n'est pas encore là. Il y a un malaise, on ne sait pas trop quoi se dire. Donc, c'est ce type de contact-là qu'on a classé ici, alors que la dernière ligne en bas, ce sont les contacts qui avaient été préparés. Donc, l'intervenant à ce moment-là a fait un certain travail avec la famille banque mixte et aussi avec la famille d'origine pour préparer les contacts. Et dans certains cas, il y a eu vraiment des rencontres qu'on pourrait dire plus formelles. Donc, c'est-à-dire qu'au-delà des visites supervisées, par exemple, l'intervenant faisait un travail auprès des 2 familles pour leur permettre de se rencontrer
et de pouvoir échanger à ce moment-là de l'information qui souhaitait bien s'échanger à ce moment-là. Donc, ce qu'on peut voir ici, en fait, c'est que la majorité des familles qu'on a rencontrées ont vécu des contacts qui n'étaient pas nécessairement préparés. Et on voit que, bon, c'est ça, ils vont se répartir un peu en fonction de, c'est ça, s'ils sont ouverts ou fermés. Je vais vous présenter, en fait, je pense, quelques extraits, puis ensuite, vous mentionnez un peu plus là, le genre de conclusion qu'on tire de ça à ce moment-ci. Donc, un premier extrait. En fait, ici, on est dans des contacts qui ne sont pas préparés. Donc, par exemple, on avait une rencontre la semaine dernière, fait que ça m'a permis de le rencontrer. Ça s'est bien passé, on s'est serré la main, puis il m'a dit « c'est le fun de mettre un visage sur un nom », puis c'est tout. Donc ici, on est aussi dans un cas de famille qu'on a classé, nous, comme étant un peu indifférent par rapport au contact. Donc, qui acceptent les contacts parce qu'on n'a un peu pas le choix, mais en même temps qui sont pas nécessairement proactifs, qui en veulent pas nécessairement plus. Donc, on voit un peu par cet extrait-là que c'est le fun, je peux identifier c'est qui, elle peut identifier je suis qui, mais ça s'arrête là, on veut pas nécessairement aller plus loin que ça. Un autre extrait ici d'une intervenante. Donc, ça s'est passé dans le bureau du médecin. Mais c'était pas vraiment planifié tout ça. La famille d'accueil a dit qu'ils n'avaient pas apprécié puis qu'ils se sont sentis comme de trop. Mais bon, ça s'est comme mal passé. Ça a brisé la glace pour les autres fois d'après où ils ont eu à se revoir. Moi, je pense que ça a placé les affaires quand même de voir un visage. Donc ici, on voit quand même une famille d'accueil qui n'a pas apprécié d'être mis en contact avec les parents d'origine alors qu'ils n'ont pas été préparés à ça. Mais un intervenant qui dit, bon, au moins, ils se sont vus, fait que là, ça a brisé la glace. Donc, on voit ici peut-être un petit peu un petit écart entre ce que la famille d'accueil aurait souhaité, puis ce que l'intervenant voit, en fait, là, à travers ce contact-là. Ici, un autre extrait, encore une famille d'accueil qui est toujours là qu'on classe toujours dans les indifférents, puis dans les contacts qui ne sont pas vraiment préparés. Donc, c'était pas formel. Dans le fond, la manière que le centre jeunesse me l'avait présenté, ça s'est passé dans le hall d'entrée. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi... Fait que c'est sûr que vous ne vous croiserez pas, là. Donc, c'est un papa ici qui nous dit, moi, je m'attendais à ce qu'on me la présente, je m'attendais à la croiser, je m'attendais pas à ce qu'on essaie de nous éviter d'être en contact. Donc, je pensais la croiser à chaque fois dans le cadre de porte du centre jeunesse, puis un allô courtois, bonne journée, mais là, c'est vraiment fait. Donc, dans un sens, ça facilite notre vie de l'avoir rencontrée, mais c'est quand même un malaise là, de la rencontrer. Fait qu'on sent aussi un peu l'ambivalence de ces parents d'accueil-là, de dire OK, bon, c'est vu, ben c'est le fun, mais en même temps, j'étais pas trop prêt à ça, puis je pensais qu'on serait comme présenté plus formellement, puis finalement, on l'a pas été, puis donc, c'est ça, une certaine ambivalence là, dans la façon dont les contacts se passent. Si on revient ici, ah oui, c'est ça, on revient ici au tableau, vous avez sans doute remarqué qu'il y a deux familles qu'on a mis un petit peu à cheval, en fait, entre les indifférents et ouverts, autant dans les contacts préparés et non préparés. Au niveau de la famille 14, en fait, c'est une famille qui, au départ, en fait, comme vous vous rappelez, ici, c'est juste l'entrevue temps 1. Mais c'est sûr que dans l'entrevue temps 1, il peut y avoir quand même une certaine évolution qui est notée à travers le temps parce que la famille nous raconte un peu depuis que l'enfant est arrivé ce qui se passe. Et ici, c'est une famille que même, en fait, entre nous, on a eu de la misère justement à classer de façon très claire parce que, justement, au départ, ce sont des parents d'accueil qui étaient, en fait, plutôt indifférents par rapport au contact et qui exprimaient, en fait, beaucoup d'appréhension, mais où l'intervenante a organisé une rencontre formelle. Je m'assure que je ne dis pas des niaiseries. Donc, l'intervenante a organisé une rencontre formelle et ça a permis, en fait, effectivement, de briser la glace, mais pour ces parents-là, d'aller au-delà, en fait, de leurs appréhensions et de faire preuve de plus d'ouverture une fois que ces contacts-là ont pu se produire. Fait qu'on peut aller voir l'extrait par rapport à cette famille-là. Donc, c'est ça. Alors, quand on était... Ici, c'est l'intervenant qui parle.
Donc, lui, en parlant du papa, bon, quand on était à la représentation de ce que ça pouvait être, il avait établi ça et en disant « ça me bouleverse trop, je veux pas connaître toute leur misère, parce qu'après ça, je vais être chargée de ça, je veux être là pour les enfants. Donc, moi, c'est mon conjoint qui ira. » Donc, si c'est un couple d'hommes, donc, un qui voulait pas du tout aller aux visites et qui disait « c'est mon conjoint qui va s'en charger, moi, je suis pas capable. » Et maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont là tous les deux. Donc, ces parents-là ont demandé à avoir une rencontre avec le couple, les parents d'origine. Et quand on commençait l'intégration, il y a eu une rencontre, une entrevue avec les parents d'accueil, les parents d'origine et l'intervenante. Puis ils ont été touchés par ces parents-là. Ils ont vu qu'ils avaient affaire à des gens de bonne volonté et des gens qui n'étaient pas menaçants. Donc ici, je pense que c'est une belle illustration, en fait, de ce qu'on souhaite voir quand on organise des contacts. Je pense qu'il reste juste un extrait. Je vais aller à l'extrait 16 parce que je vois qu'il est déjà quand même 1h moins 10, puis on va avoir le temps pour des questions. La maman qu'on a mis, encore une fois, sur la limite entre indifférent et ouvert, donc la famille 16, c'est une mère qui en fait faisait preuve de beaucoup d'ouverture dans le cadre de l'entrevue et par rapport aux parents d'origine. Mais elle, c'est plutôt tout le contexte banque mixte, c'est le contexte d'incertitude qui l'a fait un petit peu reculer. Elle parle des visites en disant « le sentiment le plus difficile à vivre, c'est que je suis une personne qui souhaite des belles choses aux gens. Je suis une personne qui comprend cette mère-là, je suis empathique devant ce qu'elle vit. Je voudrais pas me faire enlever mes enfants et j'imagine qu'un parent, même s'il n'a pas les ressources pour s'occuper de son enfant ou qu'il y a des problèmes ou quoi que ce soit, bien, malgré tout, tu veux le garder. Puis tu sais, présentement, il y a les rencontres à chaque semaine. Et là, tu te mets à avoir envie qu'elle rate la rencontre. Tu as envie qu'elle soit absente ou qu'elle soit en retard ou trop en retard, puis que la rencontre soit annulée. Et puis elle dit ça, j'aime pas ça ressentir ça, avoir ce désir envers une personne. Je trouve que c'est la chose qui est la plus malsaine dans cette relation-là de la banque mixte. Donc. Je vais continuer. Essentiellement, donc, ce qu'on souhaite faire ressortir à travers tout ce qu'on vous a présenté, les extraits qu'on vous a présentés, c'est ça, donc différents constats, autant du côté des familles d'accueil que du côté des intervenants. Donc, du côté des familles d'accueil, on constate qu'il y a quand même un certain degré d'ouverture de la part des familles d'origine et qu'on est capable, donc nous aussi, un peu comme les études qui nous ont précédés, qu'il y a un continuum de fermer à une attitude qui va jusqu'à une attitude très proactive par rapport au contact. Par ailleurs, on a vu qu'il y avait un écart entre la position de la famille d'accueil puis les intervenants. Dans certaines situations, en tout cas, il y a un écart qui est plus facilement observable, puis que ça va susciter un malaise ou un inconfort. Puis ça peut être autant chez les parents d'accueil que chez les intervenants aussi. Quand une rencontre est planifiée et préparée, ça peut modifier la position des familles d'origine et des familles d'accueil, par rapport aux parents d'origine. Puis, on a pu voir aussi que le contexte d'incertitude qui est propre à la banque mixte peut, dans certaines occasions, teinter plus fortement le discours. Chez les intervenants, on voit que des contacts préadoptifs vont être perçus comme un moment de favoriser des échanges informels d'informations à propos de l'enfant. Donc, je pense que quand même, de façon générale, on sent chez les intervenants que on voit certains avantages au fait que les parents puissent se rencontrer. En même temps, ce qu'on voit aussi à travers le discours, et ça autant des parents que des intervenants, c'est que les contacts sont pas toujours encadrés, puis que ça peut créer un grand stress chez les familles d'accueil. On a pu voir dans nos situations qu'à peu près 1 fois sur 3, il y a des rencontres formelles qui sont organisées entre la famille d'accueil et la famille d'origine. Mais donc, ça reste quand même une pratique qui n'est pas nécessairement fréquente. Et on a des intervenants qui ont exprimé aussi un inconfort par rapport à l'attitude plus proactive de certaines familles d'accueil. Il y a un cas, par exemple, où on a eu une famille, justement, c'est ça, qui était très proactive par rapport à la famille d'origine. Et à un moment donné, il y a eu un événement qui s'est un peu moins bien passé et ils se sont fait un peu reprocher d'avoir été donc trop ouverts par rapport à cette famille-là. Essentiellement, donc, et c'est notre dernière acétate, mais
Donc, nos résultats vont suggérer que la réalité banque mixte, on pense, nous, en fait, que ça nécessite un accompagnement qui est particulier, donc, et qui est différent des familles d'accueil régulières. On n'en a pas nécessairement beaucoup parlé, mais c'est sûr que avec la particularité de ce que ces familles-là vivent dans les contacts et considérant aussi la suite des choses, on pense que l'accompagnement doit être un peu plus spécifique. Qui pourrait, on note aussi que il peut être pertinent pour l'intervenant de mieux identifier le degré d'ouverture de la famille d'accueil par rapport à la famille d'origine, parce que ça peut aider à ajuster son intervention. Donc, si on est face à une famille qui est plus fermée ou qui est indifférente et qu'on souhaite l'amener vers un plus grand niveau d'ouverture, ben on n'agira pas nécessairement de la même façon en fonction de là où la famille part, si on veut, là, sur le continuum. Puis finalement, ben, l'organisation d'une rencontre entre la famille d'accueil et les parents d'origine, ça peut être un moment qui est propice pour un travail clinique, donc qui peut être fait autant du côté de la famille d'accueil que des parents d'origine. Mais de ce qu'on a pu constater, du moins dans nos entrevues, les intervenants sont peut-être pas toujours bien outillés pour être capables de le faire. Et donc, finalement, on vous laisse avec l'idée que dans l'intérêt de l'enfant, la relation entre la famille d'accueil et les parents d'origine, ça doit d'être soutenu et travaillé pour, ultimement, c'est ça, pour l'intérêt de l'enfant.